Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Alors j'interromps un peu vos conversations, mais vous pourrez les reprendre pendant le repas qui suivra ce moment de conférence de presse. Donc merci à tous d'être venus dans cette maison, la maison Ferrandi, qu'on remercie pour son accueil. Hein, c'est un lieu, on ne peut pas rêver d'un meilleur lieu pour déguster des œufs et surtout pour faire ce concours des trophées de l'œuf. Donc j'en profite aussi pour remercier les 6 jeunes qui ont travaillé sur cet œuf et le chef qui les a accompagnés tout au long de cette démarche. Je remercie aussi le jury, mais on aura l'occasion de refaire un petit mot pour eux sur cette fin de conférence de presse où nous remettrons les prix selon un classement fait par un jury. Mais je vous rassure, toutes vos recettes étaient vraiment surprenantes et très agréables à déguster. Alors, c'est la première conférence de presse du CNPO de l'année 2023. On a toujours 2 conférences dans notre année et cette première autour du Trophée de l'œuf nous permet de lancer cette année 2023 autour de différentes thématiques. Et donc, moi je me présente rapidement, Yves-Marie Baudet. Je suis producteur d'œufs en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, baie de Saint-Brieuc. La baie de Saint-Brieuc qui est autrement illustre par ses algues vertes, mais qui est aussi illustre par une production d'œufs très importante et qui alimente une bonne partie de la France aussi. Alors c'est une région, Bretagne, on va dire, qui représente 35-38% de la production d'œufs française, et quand elle est secouée par des épisodes sanitaires, on en parlera aussi tout à l'heure, eh bien ça secoue un peu la production d'œufs en France. Alors sur cette conférence de presse, 4 intervenants. Donc ici à ma gauche, vous retrouvez Loïc Colombel, donc, qui est vice-président du CNPO, président du syndicat national des industriels de l'œuf. Nous aurons ici aussi, qui est là-bas, Maxime Chaumet, qui est le secrétaire général du CNPO, que vous connaissez tous maintenant, hein, je pense, depuis le nombre d'années qu'il anime notre association. Et nous aurons aussi l'intervention de Laurence Plumet, qui viendra nous parler de l'œuf en tant que produit, en tant qu'aliment, surtout en tant qu'aliment, et puis pour déminer certains sujets ou des phrases toutes faites, toutes dites sur l'œuf. C'est très important d'avoir l'avis d'un expert qui nous ramène dans la vérité. Alors, le programme essentiellement, c'est côté cuisine, l'œuf à la coque, et côté poulailler, l'œuf sous pression. Là aussi, il faut aussi que vous sachiez ce qui se passe sur le terrain dans le domaine de l'œuf, dans le domaine de la production d'œufs, et surtout de la filière, que ce soit dans l'accouvage aussi, dans la transformation. On a des choses aussi à vous dire pour que vous compreniez bien pourquoi quelquefois il peut manquer un peu d'œufs dans les magasins, et pourquoi aussi on peut avoir on peut constater certaines inflations sur le prix de l'œuf. Donc voilà, c'est tout ça qui vous sera expliqué par la suite. Donc sans plus tarder, moi je vais céder la parole à Maxime Chaumet, le secrétaire général du CNPO, s'il veut bien me rejoindre. Et nous aurons ensuite Loïc Colombel, et je reviendrai par la suite reprendre la parole. Voilà, merci Maxime. Merci Yves-Marie. Donc, comme Yves-Marie l'a précisé, une conférence en plusieurs temps. Et donc moi, je m'attachais à vous parler de la consommation des œufs par les Français. On en parle souvent, on en parle déjà à toutes les conférences de presse du CNPO, mais d'autant plus à celle-ci, puisque on a des données importantes à vous présenter. Et cette consommation d'œufs qui s'envole chez les ménages français, on va vous donner quelques raisons de cette hausse de la consommation. Vous rappelez tout d'abord la consommation totale d'œufs par les Français, une consommation moyenne de 220 œufs l'année dernière. Ça comprend bien les œufs que les Français ont achetés en coquille, mais également les œufs qu'ils consomment sous d'autres formes, c'est-à-dire les plats préparés ou les gâteaux, etc., qu'ils peuvent acheter déjà tout près, soit dans le commerce, dans la boulangerie, etc. Et un marché des œufs qu'il ne faut pas justement résumer uniquement aux œufs qu'on achète dans la distribution. Ceux-ci représentent un pourcentage important de notre consommation, mais ce ne sont que, entre guillemets, 45% du marché. On a une grosse partie du marché qui concerne les ovoproduits, 35% de notre marché. Les ovoproduits, ce sont des œufs qui passent dans des entreprises, qui sont cassés et ensuite vendus à des entreprises pour la restauration ou l'industrie agroalimentaire pour incorporer dans des recettes.
Et enfin, 20% de notre marché, qui sont des œufs coquilles vendus directement à la restauration hors domicile. Il y a encore des restaurateurs qui utilisent l'œuf directement sous forme de coquille. 2022, ça a été encore une année de croissance pour notre filière, je vais vous le présenter après, pour plusieurs raisons, et notamment du fait que les Français sont toujours de plus en plus nombreux à acheter des œufs. Plus 0,5% de ménages acheteurs. Alors forcément, de façon relative, c'est un faible pourcentage, mais on est voilà, à 96,5% de ménages acheteurs aujourd'hui en France. Donc je ne veux pas dire qu'on plafonne, puisqu'on est toujours en croissance, mais voilà, on a atteint aujourd'hui vraiment quasiment tous les Français qui achètent des œufs dans les supermarchés et sur les marchés, dans tous les modes de consommation. 2023, alors voilà, on vous parle déjà aussi des 2 premiers mois, puisqu'on vient d'avoir les données du marché sur les 2 premiers mois 2023. Et on parle de ruée vers l'œuf, effectivement, les volumes étaient déjà en croissance en 2022, plus 0,7%. Alors on va dire que c'est peut-être un petit peu limité, mais on a une année de référence 2021 qui était encore un petit peu particulière. On s'en souvient peut-être pas tous parce que c'était il y a 2 ans déjà, mais début 2021, on avait encore des restaurants qui ont été fermés, on avait encore des périodes voilà, particulière, donc déjà une forte année de consommation 2021, donc 2022 une légère croissance, et alors là sur début 2023 on voit une réelle ruée vers les œufs, on le voit bien dans les rayons, vous le voyez certainement vous quand vous allez faire vos courses, on le voit dans la presse, effectivement on a vraiment une forte consommation, et ça c'est d'autant plus marquant qu'on voit bien les dépenses alimentaires qui sont en forte décroissance, malheureusement, de manière globale. Donc ça montre bien le phénomène, entre guillemets, des œufs dans la consommation des Français. Les œufs alternatifs à la cage, on vous en parle depuis très longtemps, c'est-à-dire qui ne sont pas produits en cage. Ce sont des poules qui sont élevées en agriculture biologique, en plein air, dont le label rouge, en élevage au sol, c'est-à-dire ce sont des poules qui sont dans des bâtiments, en liberté dans le bâtiment, mais sans accès à l'extérieur. Ces œufs-là, aujourd'hui, représentent plus de 8 œufs sur 10. Vous avez la répartition sur le graphique de gauche. Et sur la droite, on vous présente aussi l'évolution de cette consommation avec une forte croissance des œufs alternatifs à la cage. Ça, c'est une tendance qu'on voit depuis de nombreuses années, mais qui se poursuit dans le temps, poussée bien sûr par les œufs de poulet élevés au sol, les œufs plein air, le label rouge, l'agriculture biologique. On pourra répondre aussi aux questions. On n'a pas prévu de slide particulière sur ce mode d'élevage, mais une stabilisation des volumes achetés par les Français qui nous pose des questions. Qui pose des questions de manière plus globale, hein, l'agriculture biologique dans ce contexte entre guillemets inflationniste, quels que soient les élevages, on a parlé du lait, on a parlé de la viande, des fruits et légumes, mais voilà, les œufs malheureusement n'y échappent pas. La partie ovoproduits, je vous disais, c'est 35% de notre marché. Et là aussi, l'évolution vers les modes d'élevage alternatifs est en puissance depuis de nombreuses années et donc se poursuit. Et donc là, depuis 2022, les œufs alternatifs à la cage sont en majorité dans les ovoproduits. 47% de cages aménagées, 26% sol, 24% plein air et 3% biologique. Il y a juste une petite erreur là dans le graphique, faut juste pas les 47%, c'est effectivement moins que la moitié. On a l'impression que c'est pas le cas, mais 47% c'est bien moins que la moitié. On est passé en dessous des 50% sur la partie cage aménagée. Les ovoproduits, ils ont 2 circuits principaux, comme je vous le disais. Le premier, c'est le marché de la restauration hors domicile, donc des œufs et ovoproduits qu'on vend directement aux restaurateurs. Dans cette partie, la cage aménagée elle est toujours très majoritaire, 76%. Donc les œufs alternatifs, le sol, le plein air et biologique que vous voyez sur la gauche. Le deuxième gros marché, c'est le marché de la restauration de l'agroalimentaire, donc les entreprises qui fabriquent des pâtes alimentaires, des gâteaux et tout le reste. Et là, la cage aménagée est vraiment plus en minorité, enfin 38% des volumes, le sol 32%, le plein air 28% et l'agriculture biologique 2%. Je vous l'ai dit tout à l'heure, là, dans mon introduction, effectivement, l'œuf, il fait figure un petit peu de produit exceptionnel. Au moment où on voit justement les dépenses se réduire dans la distribution, l'œuf apparaît vraiment comme produit anti-crise pour 2 tiers des Français. Ça, c'est une enquête que le CSA a menée l'année dernière, et ce qui explique donc que les ventes sont en croissance, en volume et en valeur, et ça, c'est important de le noter. Les Français sont très sensibles aux qualités nutritionnelles de l'œuf. Laurence Plumet va nous le dire tout à l'heure. L'œuf, ça
L'œuf, intrinsèquement, a des atouts nutritionnels qu'on ne connaît pas dans d'autres aliments, et les Français le savent bien. Et 88% d'entre eux savent que l'œuf est riche en vitamines, en oligo-éléments, et là, Laurence vous l'expliquera bien mieux que moi, et qu'il participe à une alimentation saine et équilibrée. Ça aussi, la grande majorité des Français le savent. Ils savent également que c'est un produit incontournable dans les cuisines, et je pense que vous allez le voir au cours de ce déjeuner, en entrée, en plat, en dessert. On va même l'avoir en cocktail. L'œuf, c'est l'incontournable dans la cuisine que tout le monde a. En tout cas, 96%, 96,5% des Français en achètent, et 91% effectivement jugent l'œuf incontournable. Vous avez tous les autres éléments que je vais pas revenir dessus dans votre dossier de presse, vous avez tout ça, mais voilà le dernier point quand même qui est important, la protéine la moins chère du marché. C'est certainement aussi ça qui explique la hausse des ventes dans la distribution dans cette période un petit peu compliquée pour les bourses des ménages en France. Je le disais en introduction, 2 tiers des Français qui reconnaissent vraiment l'œuf comme produit anti-crise. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous avez tous les éléments dans votre dossier de presse, mais voilà, un produit un petit peu emblématique aujourd'hui dans la consommation des Français. Je vous fais un petit point rapidement sur le logo E de France, puisque c'est une démarche que l'Interpro a lancée il y a 5 ans, en réponse justement à cette demande des Français aussi sur l'origine des produits. Et donc ce logo qui garantit l'origine, mais également la qualité des œufs, qualité sanitaire, qualité organoleptique, qualité sanitaire. On va au-delà de la réglementation dans le cadre de cette démarche. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ce sont bien sûr des œufs pondus en France par des poules qui sont nées et qui ont été élevées en France. Une démarche sanitaire qui va au-delà de la réglementation, et également pour la qualité des aliments qui sont donnés aux poules. 2021, on avait plus de 70% des œufs vendus dans les magasins qui portaient ce logo. On n'a pas encore totalement finalisé l'enquête 2022 et on vous la présentera très prochainement. Mais on a toujours aussi un taux de pénétration de ce logo qui est en croissance, donc toujours de plus en plus d'œufs qui ont ce logo dans la distribution. Et donc ça, c'est un point important. Ça veut bien dire que les distributeurs, les industriels des œufs ont confiance dans ce logo, que les Français le recherchent. Et donc notre objectif à nous, par le biais de ce logo, c'est justement de répondre à leurs demandes. Et on a développé aussi ce logo pour les produits alimentaires qui contiennent des œufs. Et donc là, c'est en début de lancement. 89% des Français jugent l'origine des œufs importante dans leur acte d'achat. C'est fort aussi de ces données qu'on a créé ce logo. C'est important qu'on réponde à ces consommateurs et que quand ils sont dans le rayon, qu'ils aient tout de suite à connaissance que ces œufs proviennent bien de France. Et une influence positive également pour l'achat de produits alimentaires qui contiennent des œufs. Donc ça, c'est les 81% des Français qui le reconnaissent. Donc là, je suis passé sur la partie du marché pour vous montrer que, effectivement, l'œuf à la côte, c'est comme ça qu'on vous l'a présenté. Mais l'autre partie du marché, bien sûr, que c'est la partie de nos poulaillers, la production, où là, pour le coup, l'œuf est sous tension. Loïc Coulombelle va vous le présenter. Comment okay. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de la partie un peu moins rose du tableau. La consommation va plutôt bien. Donc aujourd'hui, la production d'œufs, qu'elle soit française ou mondiale, elle est tributaire et fortement bouleversée par les problèmes d'influenza aviaire que l'on retrouve partout, que ce soit au niveau du continent américain, de l'Asie, de l'Europe. On a tous souffert énormément de la grippe aviaire, et ce qui veut dire qu'on a une réduction de la production mondiale d'œufs. C'est toujours quand même à peu près 80 millions de tonnes qui sont produites d'équivalent œufs au monde, mais on a une baisse de 0,8% par rapport à 2021. Et on parle, là on chiffre à 60 millions de poules, mais en fait on a certainement plus que ça, puisqu'il y a 45 millions de poules qui ont été abattues en différentes périodes aux États-Unis. Il y en a une quinzaine de millions qui ont été abattues en Europe, et on est rendu à plus de 14 millions au Japon, rien que pour le Japon sur la zone Asie. Donc, par contre, l'Europe reste le second producteur derrière la Chine. Il faut savoir que la Chine produit 1/3 de la consommation de la production mondiale d'œufs, mais consomme également 1/3 du marché mondial d'œufs. On est deuxième devant l'Inde, et après on a les États-Unis. La France qui partage aujourd'hui la première place, on a toujours soutenu qu'on était les premiers producteurs d'œufs. On reste les premiers producteurs, mais au même niveau que l'Espagne et l'Allemagne.
Et ça parce qu'on a une forte baisse de notre capacité de production au cours de cette année. On a perdu plus de 9% du cheptel, 9,5% du cheptel, et on a une production en 2022 qui est en baisse de 8% par rapport à 2021. On a toujours l'habitude de dire qu'on produit 15 milliards et demi d'œufs, et l'année passée, on en aura produit 14 milliards 4. C'est également une tendance que l'on retrouve dans pratiquement tous les pays européens. On est aujourd'hui à une baisse de l'ordre de 5% du potentiel de production au niveau de l'Union européenne. Et il faut savoir que sur 2023, on continue toujours à vivre avec cette épée de Damoclès qui est la grippe aviaire au-dessus de nos têtes. Il y a eu des cas détectés en Bretagne, dans les Pays de Loire et les départements limitrophes, en particulier dans les Deux-Sèvres, dans la région Nouvelle-Aquitaine, merci bien. Merci. Je devrais savoir, en plus, j'ai le siège de l'entreprise qui est là-bas. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, on estime avoir un possible retour à la normale à partir de l'automne, dans le meilleur des cas. Tout ça à condition qu'on n'ait pas de nouveaux cas à arriver. Et donc, la filière vit un temps quand même compliqué à ce niveau-là. Et donc, on a des mesures qui sont indispensables pour soutenir la reprise des élevages. Donc, il y a eu 246 millions d'euros de pertes estimées entre 2021 et 2022 pour la filière. Il faut savoir qu'on a une filière qui a un cycle de production qui est long par rapport aux autres filières avicoles. Il faut plus de 6 mois pour élever un poussin et qu'il soit prêt à pondre. Et donc, on demande donc, au niveau de l'État un passage de 90% à 100% des indemnisations de pertes pendant les périodes de restriction, parce que c'est une décision de l'État. Un allongement des périodes d'indemnisation après la levée des mesures, parce qu'il faut remettre en place, et les élevages restent vides pendant plusieurs mois. Donc aujourd'hui, on avait une indemnisation jusqu'à 150 jours, on demande éventuellement une prise en charge plus longue. Et il faut savoir que pendant ces périodes de vide, il faut qu'on puisse continuer à amortir les coûts des entreprises de production. Et on a, comme vous avez pu en entendre parler dans la presse, où c'est un sujet qui est de plus en plus repris, donc on a une réflexion sur la vaccination des poulettes. On reviendra un petit peu dessus tout à l'heure, mais c'est un point important dans les mesures de biosécurité, qui vont accompagner les mesures de biosécurité, toutes les mesures qui sont mises en place pour lutter contre ce développement de la grippe aviaire. Donc, on a un impact sur la balance commerciale, parce qu'on était devenu positif au niveau de notre balance commerciale, mais le fait de la diminution de l'offre fait qu'on a une consommation. On a essayé de favoriser le marché domestique. On a quand même, on était souverain au niveau de notre production, puisqu'on avait une autonomie qui était à 104%. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 96%. Et donc, on a une baisse importante, puisqu'on avait 17 millions d'euros d'excédent commercial en 2021 et on passe à moins 79 millions en 2022. Et donc avec une augmentation des importations en volume et beaucoup plus en valeur, puisqu'on a eu une forte augmentation des prix au cours de l'année 2022. Et en termes d'exportation, on a une baisse en volume, mais par contre une augmentation en valeur, parce que liée à cette hausse des prix également, qui permet de limiter un petit peu la casse. On n'exporte pas forcément les mêmes produits qu'on importe, mais on espère pouvoir retrouver sur l'année 2023 un peu plus d'activité à l'exportation, mais on va d'abord aller sur le marché intérieur. Donc, un tableau pas forcément très rose, mais qui a quand même on reste sur un aliment qui est la protéine la moins chère du marché et qui a subi une forte hausse de ses coûts de production. Et Yves-Marie va vous détailler un peu plus toute cette partie hausse de coûts de production. Merci Loïc et Maxime pour vos prises de parole, vos présentations très pertinentes. Moi, j'essaye de prendre la suite, c'est pas facile, mais on va y arriver. En fait, moi, dans ma partie de présentation, je vais plutôt vous parler pareil, c'est pas forcément des bonnes nouvelles, mais des hausses de coûts de production
que les éleveurs ont pu connaître, notamment sur l'alimentation des poules. On vous en avait parlé à l'automne dernier, et c'est encore quelque chose qui est présent aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut vous dire que sur l'année 2022, l'alimentation des poules, c'est plus 32,2% en termes de prix de revient sur l'œuf par rapport à 2021. À cela, vous le savez aussi, il y a la hausse des coûts d'emballage, la hausse de l'énergie, la hausse du transport, la hausse de la main-d'œuvre, qui aussi impacte notre produit œuf. Et ce qui fait que ce coût de production a augmenté de 25% en 2022 par rapport à 2021 et plus 33% par rapport à 2020, 2022 par rapport à 2020. Donc c'est sans précédent, mais c'est quelque chose qu'on connaît sur beaucoup de produits alimentaires et je pense que vous en avez entendu parler de façon très très courante sur d'autres productions. Ça n'empêche que l'œuf reste la protéine animale la moins chère du marché. On le dit, on le redit, on l'affirme, on le réaffirme, et par ces chiffres-là, vous le voyez. Donc, si je prends l'œuf standard, par exemple, 15 centimes l'œuf. Alors là, ici, c'est exprimé en euros pour 100 œufs. Bon, ça fait 15 centimes l'œuf. Et vous avez l'œuf bio qui vaut 38 centimes. Alors ça, ce sont des prix moyens d'œufs en grande et moyenne surface en 2022. On est sur une tendance qui a continué à monter début 2023. Je dirais que sur les 2 premiers mois, nous sommes plutôt sur un œuf standard, donc œuf standard, cage aménagée, qui est plutôt à 19 centimes, et un œuf bio qui a franchi le cap des 40 centimes en s'établissant aux alentours de 42 centimes au jour actuel. Le plein air, lui, étant plutôt du côté des 30 centimes sur ces premiers mois de 2023. Mais on a à peu près les mêmes évolutions sur tous les canaux de production, les modes de production plutôt. Ensuite, donc, Maxime vous l'a déjà dit, mais ça vaut le coup que ce soit redit. Hein, vous vous rappelez tous, 2017, 36,7% de poules en élevage alternatif, le passage des 50% en 2019, 21%, 2 tiers des poules élevées en mode alternatif, contre 58% en moyenne en Europe. Et en 2022, nous sommes passés à 77%, donc c'est-à-dire un peu plus de 3/4 des poules qui sont élevées en élevage alternatif, c'est-à-dire un mode d'élevage autre que la cage aménagée. Donc en cage aménagée, on peut dire qu'il reste 23% des poules qui sont élevées en cage aménagée. Donc c'est une transition qui se fait doucement en suivant l'évolution du marché et de la demande du consommateur. L'automne dernier, on vous avait parlé aussi d'un autre chantier que nous avions dans notre filière. Là, je suis parti sur le volet bien-être animal. C'est l'ovosexage, donc la fin de l'élimination des poussins mâles. Quelques éléments de contexte. La France et l'Allemagne, les 2 seuls pays du monde à s'engager pour interdire l'élimination des poussins mâles. Hein, rappelez-vous des prises de position du ministre de l'Agriculture et avec le décret qui était paru en février 2022. Donc cette interdiction est effective depuis le 1er janvier 2023. Donc dans la salle, nous avons Vincent Baumier qui est là, qui représente un des accouveurs majeurs en France, donc qui pourra aussi un peu plus tard répondre sur ces questions propres à l'ovosexage. Hein. Vincent est membre du syndicat national des accouveurs, donc il n'y aura pas de problème pour avoir des réponses à vos questions. Mais cet ovosexage est appliqué en France sur l'intégralité des poules concernées par l'arrêté de février 2022. Ça a nécessité de lourds investissements dans les couvoirs, soutenus par l'État. Donc l'État a mis environ 10 millions d'euros. Ça a coûté beaucoup plus cher au couvoir, hein, parce que l'État n'a pas pris en charge 100% des coûts. Ça n'empêche qu'aussi, il a fallu trouver des fonds pour mettre ça en œuvre de façon récurrente tous les ans. Et on a mis en place, avec le soutien des enseignes de la distribution, un système de contribution volontaire, obligatoire, sur chaque vente aux distributeurs d'œufs de consommation pondus et vendus sur le territoire français. Donc on a déjà récolté plus de 5 millions d'euros, on ne les a pas gardés. Hein. Le CNPO les a redistribués vers les accouveurs qui, eux, supportent ces coûts qu'on a chiffrés aux alentours de 45 millions d'euros pour l'année 2023. 45 millions pour l'année 2023. Donc chaque consommateur en grande distribution, à chaque fois qu'il achète un œuf, eh bien, il contribue à payer cette
cette fin d'élimination des poussins mâles. Ce qui, on peut penser, est un principe très vertueux, puisque c'est normal que le consommateur assume ses choix de citoyen dans son acte d'achat. Donc c'est quelque chose aujourd'hui, c'est un défi qu'on a réussi à relever au sein du CNPO avec toutes les différentes familles, avec les 6 familles. Mais en tous les cas, aujourd'hui, quand un éleveur achète un poussin, on va dire ovosexé, un poussin femelle, eh bien le poussin mâle n'a pas été détruit, on va dire. Et pour l'éleveur, le coût, lui aussi, est indolore, puisque la couveuse qui a réalisé cet ovosexage envoie une facture à l'interprofession, et l'interprofession règle cette facture avec les contributions de la grande distribution. Voilà, ce système qui est aussi sous contrôle de l'État. C'était important aussi. C'est un décret qui a été voté, qui a été écrit, signé par l'État. C'était important que l'État ait son regard aussi sur ce système assez nouveau, et qu'on essaye d'être le plus vertueux possible avec les moyens de contrôle pour assurer une transparence. Voilà un petit peu sur cet ovosexage. Sur le bien-être animal, il y a un sujet bien-être animal qui s'ouvre actuellement, puisque nous avons des négociations européennes sur la révision des règlements relatifs au bien-être animal qui se sont ouverts et qui vont aboutir à un nouveau règlement. Alors ici, c'est au 3e trimestre, on va plutôt s'orienter vers un début 2024. Il y a toute une phase de concertation qui est lancée là au niveau national, et puis après au niveau européen avec tout l'outil législatif qui va aboutir à de nouveaux règlements sur le bien-être animal, toute espèce confondue, pour sans doute le premier semestre 2024. La filière œuf, au travers du CNPO, appelle au soutien du gouvernement pour éviter la multiplication des contraintes supplémentaires sur un rythme intenable pour les élevages. Aujourd'hui, nous avons des élevages qui sont sous contraintes économiques, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec l'augmentation des coûts de production, des contraintes sanitaires, Loïc Colombel vous en a parlé tout de suite, avec le volet influenza aviaire. On a déjà une réglementation qui est parmi les plus strictes au monde, en France, donc je vous ai expliqué l'ovosexage, par exemple, et puis des réglementations environnementales qui nous pèsent aussi beaucoup. C'est pour ça que le bien-être animal est un élément qu'on ne cesse de prendre en compte. On a fait des mises aux normes bien-être animal en 1995, en 2003, en 2012. On avance sur le bien-être animal, on prend l'ovosexage en ligne de compte, mais voilà, il faut qu'on y aille étape par étape, parce que vous avez vu la fragilité de notre filière. Dès qu'on peut avoir un problème sanitaire, c'est notre souveraineté alimentaire qu'on peut remettre en œuf, qu'on peut remettre en cause. L'œuf, protéine la moins chère, voilà, je vous refais pas le match, mais sachez que c'est très très important qu'on puisse être en autonomie sur notre production d'œufs. Le point d'accord qu'on a quand même sur ces négociations de bien-être animal, c'est que cet ovosexage qu'on a mis en place depuis le 1er janvier 2023, France-Allemagne, c'est bien, mais qu'on puisse quand même l'étendre à toute l'Europe. Ce serait quand même le minimum de ce qu'on est en droit d'attendre, notamment de notre État français qui le pousse de façon très très forte pour que ça évite des distorsions de concurrence. Quand aujourd'hui on manque d'œufs en France, on va en chercher en Pologne, quelquefois on va en chercher en Ukraine, alors qui est hors Europe. Donc là c'est encore un autre sujet qu'on aura sur la défense des clauses miroirs, mais par la suite. Mais voilà. Alors, dans ce nouveau règlement de bien-être animal, par exemple, nous pourrions avoir une interdiction des cages sur tout type d'espèces animales, une interdiction des cages. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui est sans doute, ou qui est peut-être dans le sens de l'histoire, d'interdire les cages. Sauf que on a aussi des demandes de citoyens qui ne correspondent pas toujours aux demandes des consommateurs dans leur acte d'achat. Donc nous, on s'oppose à ce qu'il y ait une date butoir sur cet arrêt des cages. Hein, ça va peut-être susciter quelques questions parmi vous, mais on s'oppose à ce qu'il y ait une date butoir. Mais par contre, on est beaucoup plus dans un accompagnement du marché. Qu'est-ce que veut le consommateur? Le citoyen, c'est une chose, mais 96%, tout à l'heure Maxime vous l'a dit, 96% des citoyens achètent des œufs. Qu'est-ce qu'ils achètent? Vous l'avez vu tout à l'heure, ils achètent un peu de tout. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, vous connaissez la contraction pouvoir d'achat, et donc on a des comportements qui ont été un petit peu modifiés depuis 12-15 mois quand même. Donc ça, il ne faut pas l'ignorer non plus dans cette considération qui pourrait être
très forte, on arrête les poules en cage. Bon, voilà. L'objectif, c'est de préserver la souveraineté alimentaire de la filière. Surtout ça. Hein. Et on s'adapte. On a de la qualité dans tout type d'œuf. On s'adapte aux demandes du consommateur. Sur les pointages, alors je ne sais pas si les pointages, ça vous parle, mais quand tu as un poussin né, on épointe un petit peu la partie supérieure du bec. Là aussi, Vincent pourra vous l'expliquer. Pour limiter les problèmes de piquage qu'il pourrait y avoir après en élevage. Il y a des recherches qui se font actuellement en France pour réduire au maximum cette pratique, voire l'éliminer. Après, c'est encore prématuré de l'interdire totalement. Nous, le bien-être animal, on peut arrêter les pointages. Par contre, il faut qu'on soit certain de la méthode de remplacement, la méthode alternative. Aujourd'hui, on ne l'est pas. Donc, c'est pour ça que laissons du temps aussi sur cet arrêt des pointages. Et c'est pour ça qu'on n'est pas forcément pour un arrêt brutal comme ça, comme on a pu le faire sur bien d'autres productions végétales ou autres, et qui ont créé des impasses. Je ne vous parlerai pas de la betterave aujourd'hui, mais c'est des choses sur lesquelles on peut être confronté. Et il faut qu'on se serve des exemples ayant existé, peut-être aussi sur la filière nucléaire. Hein. Mais là, c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer. Mais on a fait des erreurs en France, ne le refaisons pas sur d'autres éléments. Alors, sur le reste des sujets, donc on appelle au statu quo en termes de bien-être animal. Je vais passer assez vite sur ces éléments de densité, aménagement des poulaillers. Ça, c'est des choses qui sont décrites dans les modes de production, dans l'aspect réglementaire. Mais sachez quand même que quand une pondeuse est élevée en cage aménagée à 750 cm² par poule, bien, il faut quand même savoir que dans bien des régions du monde, les poules sont à 350 cm² par poule. Pourquoi pas augmenter cette surface par poule? Moi, ça ne me jette pas. À partir du moment qu'on n'achète pas des œufs issus de poules élevées à 350, soyons clairs. Donc, tout ça, ce sont les clauses miroirs. Que l'Europe s'impose des choses, soit, mais qu'elle interdise absolument toute importation de produits ne respectant pas ces normes-là. Ça, c'est très important. L'histoire des vérandas, bon, je ne reviens pas dessus. On est aussi confronté à des exigences environnementales. Et là aussi, ça fait partie des éléments sur lesquels on s'affronte, parce qu'actuellement, l'Europe est en train de faire bouger la directive européenne sur les émissions industrielles. Et les premières tendances qui s'affichent, c'est que la production d'œufs de consommation va être très très lourdement pénalisée. La production est plus pénalisée, alors qu'on pense qu'on a des techniques de production qui font qu'on ne devrait pas être concerné. Mais on appelle le gouvernement à être très ferme, à défendre aussi le statu quo par rapport à ce qui existait avant, par rapport à ces seuils de 40 000 animaux équivalents. Mais si vous avez des sujets ou une question particulière sur ce sujet-là, on pourra y répondre par la suite. Voilà un petit peu ce que les préoccupations qu'on a actuellement sur le monde de l'élevage, sur les tendances à venir, bien-être animal, environnemental, qui accompagnent aussi ce qu'on a parlé tout à l'heure de sanitaire et de bien-être animal aussi sur le veau-sexage. Alors maintenant, je vais donner la parole à Laurence Plumet, médecin nutritionniste, qui va nous parler de l'œuf et cholestérol et des substituts végétaux. Merci. Bon appétit à tous. Je vais vous parler de votre cholestérol. Bon, mais rassurez-vous, je vais le faire avec bienveillance et pédagogie. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous parler du cholestérol? Parce que quand je suis en pleine consultation et que j'invite mes patients à manger des œufs régulièrement, la première chose qu'ils me disent, mais c'est docteur, ah bon, je peux manger 2 œufs par jour si je le veux, mais il paraît que ça fait monter le cholestérol. Voilà, donc je leur dis ah non, ah non, ah non, et je leur explique pourquoi. Alors ça va être l'occasion pour moi de refaire un petit point sur le sujet, et je vais vous parler du cholestérol en 3 points. Le premier, je voudrais vous montrer combien le cholestérol est utile, parce qu'on pense toujours que le cholestérol, c'est mauvais, c'est toxique. Ce n'est pas du tout l'ennemi public numéro 1. Le cholestérol, c'est une molécule qui est utile. Et alors, d'ailleurs, je vous présente la molécule cholestérol en haut, vous voyez, voilà, la voilà.
Et vous voyez que le cholestérol dans notre corps, eh bien, il nous sert à plusieurs choses. Il nous sert déjà à fabriquer la vitamine D. Je vous ai mis également la structure de la molécule de la vitamine D et vous voyez qu'il suffit de pas grand-chose pour que le cholestérol se transforme en vitamine D. Et cette transformation se fait au niveau de la peau grâce aux rayons UVB. Donc, nous fabriquons de la vitamine D au niveau de la peau à partir de la molécule cholestérol. Bon, la vitamine D, je ne reviens pas là-dessus, ça fixe le calcium, ça régule l'immunité, ça contribue à réguler aussi la division cellulaire. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Ensuite, le cortisol, qui est l'hormone du tonus, du stress aussi. C'est quand on est stressé, on sécrète du cortisol. Eh bien, vous voyez que la molécule cortisol, elle ressemble, avec à peu de différence près, au cholestérol. Donc, le cholestérol se transforme en cortisol qui est fabriqué par nos surrénales. Ensuite, rebelote, regardez, il y a peu de différence aussi entre nos hormones sexuelles, que ce soit les estrogènes, la progestérone, la testostérone chez ces messieurs. Eh bien, vous voyez qu'il y a peu de différence aussi entre la molécule de cholestérol et la molécule des hormones sexuelles. Donc, le cholestérol sert à fabriquer les hormones sexuelles. Enfin, le cholestérol sert à fabriquer les acides biliaires qui se trouvent dans la bile et qui permettent la digestion des lipides. Et enfin, le cholestérol, qui est une molécule comme ça qui est très souple, va rentrer dans la composition des membranes cellulaires. Autrement dit, toutes les cellules de nos organes, y compris les neurones dans notre cerveau, contiennent du cholestérol. Bon, donc excusez-moi du peu, mais enfin, de la vitamine D, du cortisol, des hormones sexuelles, des acides biliaires et composants des membranes cellulaires, si c'est ça, si c'est pas être utile, je ne sais pas ce qui peut l'être également. Donc, le cholestérol, très utile d'ailleurs au point que nous en avons besoin d'1 gramme par jour. Alors, que se passe-t-il dans les mouvements du cholestérol? D'abord, la principale usine à fabrication du cholestérol, c'est notre foie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le foie des animaux que nous mangeons est riche en cholestérol, car c'est la zone de fabrication du cholestérol. Alors, notre foie va travailler de 2 façons. Premièrement, il reçoit le cholestérol des aliments. Quand on mange des œufs, on a un peu de cholestérol. Quand on mange du foie, on reçoit un peu le cholestérol du foie. Mais il y a aussi du cholestérol en petite quantité dans beaucoup d'autres aliments. Donc ceci va arriver au foie et le foie va également fabriquer du cholestérol. Puisque nous avons vu qu'il était utile, le foie a pour vocation première de fabriquer 1 gramme de cholestérol par jour. Donc, il reçoit ce cholestérol des aliments, qui va couvrir 30% de sa fabrication, et pour 70%, c'est lui qui va le fabriquer à partir d'autres choses. Ce qui fait que quand nous mangeons du cholestérol, si nous en mangions trop, le foie va dire « Ouh là 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 là, j'en reçois un peu trop, la livraison a été trop généreuse, donc je vais abaisser ma fabrication interne. » En revanche, si nous ne mangeons pas assez de cholestérol, le foie va dire « Ah ah, je n'ai pas assez de cholestérol venant des aliments, je vais donc augmenter ma production interne puisque de toute façon, je dois livrer au corps mon gramme quotidien de cholestérol. » Donc, vous voyez déjà qu'il y a une régulation interne du corps humain adaptée à notre consommation de cholestérol. Si on en mange de trop, on en fabrique moins, et si on n'en mange pas assez, on en fabrique plus. Donc, vous voyez que l'impact du cholestérol alimentaire, finalement, ne joue pas sur le taux de cholestérol sanguin. Ensuite, petite mise au point. On vous parle tout le temps du mauvais et du bon cholestérol. D'abord, quand on fait allusion au bon ou au mauvais, c'est dans le sang, ça n'est pas dans l'aliment. Car j'entends dire, ah ben l'aliment, il apporte du mauvais cholestérol. Non, l'aliment, il apporte du cholestérol, point barre. Ensuite, quand le foie libère ce cholestérol qu'il a fabriqué, ce cholestérol passe dans le sang. Mais il ne vous a pas échappé que le cholestérol est un lipide. Or, le lipide et l'eau, ça ne fait pas bon ménage. Donc, le cholestérol va prendre un petit taxi qui va l'amener du foie jusqu'aux cellules. Et ce petit taxi, ça s'appelle le LDL cholestérol. Si vous avez eu une prise de sang, regardez-la et vous allez voir que dans votre prise de sang, on vous donne 3 indications sur le cholestérol. On vous dit le cholestérol total, on vous indique le LDL cholestérol et on vous indique le HDL cholestérol. Et pour nous, médecins, le mauvais cholestérol, c'est le LDL. Donc, on le surveille de près. Et donc, ce LDL cholestérol, c'est le cholestérol dans son petit taxi, LDL, qui va du foie jusqu'aux cellules pour y jouer son rôle de fabrication de cortisol, d'hormones sexuelles, de vitamine D, de ce qu'on veut. Ensuite, une fois que la cellule, elle a utilisé son cholestérol, elle le rejette. Donc, le cholestérol va repasser dans le sang, mais cette fois-ci, il prend un autre taxi. C'est plus le taxi LDL, c'est le taxi HDL.
Et cette fois-ci, le taxi HDL va le ramener au foie et le foie va livrer ce cholestérol à la bile et le cholestérol va être éliminé dans les selles. Autrement dit, ce que vous devez comprendre, c'est que le LDL cholestérol, c'est la forme de cholestérol qui est livrée aux cellules et que le HDL cholestérol, c'est le cholestérol qui est éliminé dans la bile. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de bon et de mauvais? Parce que pour l'instant, je vous parle de molécules différentes. Eh bien, c'est que quand le LDL monte, ce LDL, il ne rentre plus dans les cellules et il se dépose sur la paroi des artères. Et c'est comme ça que ça peut arriver au bout de nombreuses années à faire des plaques. Alors que le HDL, quand il monte, c'est le cholestérol qui est éliminé, donc lui, il n'est jamais mauvais pour les artères. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Première chose, LDL, HDL, LDL, le mauvais, HDL, le bon. Quand on a trop de LDL, là, il faut s'intéresser à ce qu'on mange, mais pas en réduisant les œufs, ce sera surtout en réduisant les graisses saturées. Car, quand on connaît mieux le métabolisme du cholestérol, rassurez-vous, c'est très simple. C'est très, très simple. Vous allez tout comprendre. Vous voyez l'acétyl-CoA en haut, là? Il vient des graisses saturées. Parce qu'il y a 30 ans de ça, quand j'ai commencé mes études de médecine, on nous disait, pour baisser le taux de cholestérol d'un patient qui a trop de mauvais cholestérol, on lui dit, il ne faut plus manger de cholestérol via les aliments. Et maintenant, ça a complètement changé, parce qu'on s'est rendu compte que ce qui intervenait dans la fabrication du cholestérol par le foie, c'était les graisses saturées. Ce sont elles qui se transforment en acétyl-CoA, et c'est cet acétyl-CoA, grâce à une enzyme qui s'appelle la HMG-CoA réductase, qui va aboutir à la synthèse de cholestérol. Autrement dit, le cholestérol qu'il y a dans votre sang, il vient beaucoup plus des acides gras saturés que vous mangez que du cholestérol des aliments. Donc, nous faisons la chasse aux graisses saturées quand nous voulons baisser un taux de mauvais cholestérol. Et nous ne faisons pas la chasse au cholestérol des aliments car nous voulons éviter la fabrication excessive de cholestérol via l'acétyl-CoA qui vient des graisses saturées. Au passage, si jamais certains d'entre vous sont sous statine, qui est un médicament que l'on donne à nos patients qui ont trop de mauvais cholestérol, la statine, sachez comment elle agit. Elle agit tout simplement en inhibant cette enzyme, la HMG-CoA réductase. Ce médicament freine la production de cette enzyme et donc ça freine la fabrication de cholestérol par le foie. Voilà. Bon, c'était le petit cours de médecine. Donc, il nous faut 1 gramme de cholestérol. On l'a vu, c'est surtout de la fabrication endogène grâce à cette enzyme, sous le biais des, impacté par la consommation d'acides gras saturés. Et puis, le cholestérol qui vient des aliments, mais qui finalement est parfaitement régulé. Si on a trop, le foie fabrique moins de cholestérol. Si on n'a pas assez, il augmente. Donc, en fait, nous avons 2 cas de figure. Soit quelqu'un qui a un bilan lipidique tout à fait normal. Son taux de cholestérol dans le sang, il est nickel. Eh bien, en fait, cette personne pourrait manger 2 œufs tous les jours, car l'apport de cholestérol dû au jaune d'œuf impacte peu la production de LDL cholestérol. Nous venons de le voir. Donc, cette personne pourrait, si elle n'aime pas manger de la viande ou du poisson, pourrait très bien remplacer sa portion de viande ou de poisson par une portion de 2 œufs, si elle le souhaitait, et ce, tous les jours. En revanche, chez quelqu'un qui a trop de mauvais cholestérol dans le sang, il y a des anomalies génétiques. Soit son foie est déréglé et l'HMG-CoA réductase, elle tape un max, donc il y a trop de fabrication de cholestérol. Soit les cellules n'arrivent pas à ouvrir la petite porte au cholestérol et le cholestérol reste dans le sang. Voilà. Donc, il y a des anomalies génétiques, soit ça vient de la famille, soit parce que la personne mange trop, il y a de l'obésité. Bref, et dans ce cas-là, on donne des statines et puis surtout, on dit aux gens, baissez quand même un petit peu la consommation de cholestérol. Donc, on leur dit 2-3 œufs max par semaine, mais uniquement chez les gens qui ont trop de mauvais cholestérol. Puis surtout, on leur dit, maigrissez, bougez, faites du sport, revoyez votre alimentation et diminuez surtout la consommation de graisses saturées. Donc voilà, et alors mon propos est étayé par des études, voilà, donc je vous les ai listées. 2 œufs par jour augmentent le taux de bon cholestérol même, et puis il y a d'autres choses aussi, qui ne font pas monter le taux de mauvais cholestérol. Le cholestérol de l'œuf n'augmente pas le risque cardiovasculaire. Une autre étude, tout ça sont des études récentes qui datent de 2022. Manger régulièrement des œufs n'augmente pas le taux de LDL cholestérol, bim, encore une autre étude. Et puis sachez que les Américains, qui sont quand même très sensibilisés au problème du cholestérol, parce qu'il y a tellement d'obésité là-bas, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'un excès
mauvais cholestérol. Eh bien, même les Américains sont revenus sur l'histoire du cholestérol des aliments. Et voyez, l'American Heart Association recommande même un œuf par jour dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. Donc, c'est vous dire que si les Américains s'y mettent aussi, c'est qu'ils ont de bonnes raisons pour le faire aussi. Voilà, donc je tenais à faire cette mise au point sur le cholestérol parce que dans l'esprit du patient consommateur, pour lui, le frein à la consommation d'œufs, c'est vraiment le cholestérol. Donc il faut vraiment lui expliquer qu'il n'a rien à craindre de ce côté-là. Par ailleurs, comme l'œuf a des qualités extraordinaires, d'abord des protéines, il y a beaucoup de protéines dans les œufs, mais surtout, à la différence des protéines de la viande ou du poisson ou des produits laitiers, les protéines de l'œuf sont absolument parfaites. C'est-à-dire que dans les protéines de l'œuf, il y a tous les acides aminés essentiels, ce qui n'est pas le cas de la viande, du poisson et des produits laitiers. Donc ça, c'est ce qui distingue. Non seulement c'est la moins chère, elle est 5 fois moins chère que la protéine de viande ou de poisson, mais en plus de ça, elle est absolument parfaite. Voilà. Également les minéraux, les oligo-éléments. Vous voyez que la consommation pour 100 grammes, c'est-à-dire 2 œufs, vous voyez que la couverture en termes de pourcentage du besoin en phosphore, en fer, en iode et en sélénium avec 2 œufs sont quand même des pourcentages qui sont très intéressants. On est à plus de 25% du besoin quotidien en ces oligo-éléments. Je rappelle d'ailleurs que l'iode pose beaucoup de problèmes. En France, il y a 20% de la population française qui ne consomme pas assez d'iode. Donc il y a vraiment intérêt à manger des œufs. C'est encore plus impressionnant quand on raisonne à l'échelle des vitamines. Nous avons besoin de 13 vitamines par jour. Eh bien, vous voyez que la consommation de 2 œufs va couvrir 100% du besoin quotidien en vitamine B12 qui intervient à la division cellulaire, 50% du besoin en vitamine K qui intervient dans la coagulation sanguine, 40% du besoin en vitamine D. Allez hop, rebelote. Or, vous savez, le soleil, il a du mal à arriver, mais je peux vous assurer que 80% de la population française est en déficit de vitamine D. Donc, on peut compter sur les œufs pour apporter de la vitamine D également. La vitamine A, qui est le carotène dans le jaune d'œuf, 30%. 20-25% B2, B5, B9, 10 à 20% EB8. Bon, c'est vous dire que franchement, il n'y a pas beaucoup d'aliments qui contiennent autant de vitamines en un aussi petit volume. Et je vous rassure, selon les techniques de cuisson, que l'œuf soit au plat, qu'il soit en omelette ou qu'il soit dur, finalement, comme il est protégé par la coquille quand il est dur, il y a relativement peu de perte de ces vitamines, même quand on consomme un œuf dur. Voilà. Alors, bon, il y a toutefois des circonstances dans lesquelles on n'a pas trop le choix pour remplacer l'œuf par d'autres aliments, en particulier chez les véganes. Enfin, les véganes, ça représente 2 à 3% de la population française. Ce sont des gens qui font beaucoup de bruit parce qu'ils s'expriment beaucoup dans les réseaux sociaux. Mais malgré tout, 98% de la population française est omnivore et donc mange des œufs, heureusement. Et puis, il y a le cas de l'allergie aux œufs aussi. Il y a des gens qui sont allergiques aux œufs. Là aussi, c'est juste 1 ou 2% de la population. Bon, chez ces gens-là, il y a obligation à ne pas manger d'œufs. Donc, à quoi font-ils finalement quel est vers quoi se tournent-ils pour remplacer l'œuf ? La fécule ou le tapioca, qui vont apporter surtout des glucides, alors quand il s'agit d'obtenir un effet texturant ou liant, parce que l'œuf est très apprécié pour ça, hein, le jaune, le blanc, texturant ou liant, et donc fécule ou tapioca, mais ça apporte des glucides, graines de lin mixées ou de chia qui sont hydratées et qui vont apporter ce petit côté liant, qui sont des sources d'oméga 3, et l'agar-agar qui va jouer cet effet un peu pectine, un peu gélatineux. Bon, rien n'arrive à la cheville de l'œuf. Vous ne voyez pas de protéines, vous ne voyez pas de vitamines, vous ne voyez pas de minéraux, donc ça n'a rien à voir. Par contre, quand l'œuf est utilisé en ingrédient important dans une recette, que ce soit dans une quiche ou dans des crèmes, là, à ce moment-là, par quoi peut-il être remplacé ? Et on voit très souvent citer le tofu soyeux. Alors, le tofu, c'est du jus de soja qui est fermenté, et le tofu soyeux, c'est du jus de soja fermenté, mais qui est coagulé également, mais à peine égoutté, donc il est assez liquide, il a la texture d'un yaourt, si vous voulez, donc ça fait des recettes assez, vous voyez, quiche, crème, ça va, c'est la texture du yaourt, mais je me suis amusée, enfin, moi ça m'amuse, mais je fais toujours des tests comparatifs sur le plan nutritionnel, eh bien, vous voyez que déjà, l'œuf est beaucoup plus riche en protéines, puis surtout, la protéine d'œuf n'a rien à voir avec la protéine du soja, qui n'est pas du tout équilibrée en termes d'acides aminés. En termes de lipides, il y a des oméga 9 et des oméga 3 dans les poules qui consomment des graines de lin. Dans le tofu, il y a surtout des oméga 6.
Bon, bah, le cholestérol, il n'y en a pas dans le tofu. Le fer, il n'y en a pas dans le tofu, il y en a dans l'œuf. Dans l'œuf, il y a de l'iode. Et puis, il y a tous nos minéraux, toutes nos vitamines qu'il n'y a pas du tout, tant concernant les minéraux et les les go-éléments que les vitamines. Bon. Donc, on y perd vraiment. Donc, soit c'est un choix délibéré en disant, ouais, je vais prendre du végétal, c'est meilleur que l'animal. Et là, on se trompe complètement parce qu'il n'y a pas mieux que l'œuf. Soit on n'a pas le choix, bon, ben, on fait avec parce qu'on est allergique aux œufs et on est bien content de faire appel à ça, puis on essaiera de compenser par ailleurs. Ben voilà ce que je voulais vous transmettre en vous disant que l'œuf a l'avantage sur toutes ces alternatives, voilà, qu'il est incontestablement plus riche en tout et que si le tofu soyeux a des qualités texturantes, néanmoins, il est beaucoup plus pauvre nutritionnellement. Bon, voilà ce que je voulais vous dire sur les œufs. Eh bien, bon appétit. Je vais reprendre. Non, c'est bon. Il doit y avoir 2 slides, donc ça va aller. Je vais juste reprendre la parole juste après l'intervention de Laurence. Donc, consommer des œufs, un œuf par jour, la femme pour toujours, comme une Guinness par jour, la femme pour toujours. On est encore loin d'un œuf par jour, puisqu'on doit être à 220, donc il nous reste de la marge de progression. Et pour nous, donc pour la filière, et comme pour tous les produits d'origine animale, on souhaite préserver les dénominations des produits animaux. Et il y a donc, dans le cadre de la loi Egalim, il y a des mesures de protection qui sont prévues. Et on est très mobilisé par la parution du décret. Il y avait eu un premier décret qui a été publié et qui a été cassé. Par contre, et la nécessité d'informer le consommateur sur ce qu'il a dans son assiette ou dans son plat cuisiné. Ce matin, on a, dans le cadre de cette journée de cette conférence de presse, on a, comme tous les 2 ans, on avait le trophée donc, de œuvres de France 2023 avec donc qui met en concurrence 6 jeunes chefs étudiants. Et donc ce trophée œuvre de France 2023 avait pour thème dur, mollet, poché. L'œuf fait son entrée, donc il fallait nous présenter des entrées. Et donc on a eu, dans le cadre de l'école Ferrandi, que je souhaite remercier, donc remercier la direction et l'ensemble des équipes de Ferrandi de nous accueillir dans cet endroit prestigieux pour ce concours. Donc c'est un concours qui est ouvert à tous les jeunes de 16 à 24 ans, des participants qui sont originaires de toute la France. Donc on avait un jury d'experts, donc je vais appeler donc Benoît Nicolas, s'il te plaît, donc qui a épaulé l'ensemble des jeunes chefs. Olivier Chapuis, donc le chef des enfants, pardon, excuse-moi. Nicolas Brennelière, le président d'Eurotoc Jeune, parce qu'il y a Eurotoc Vieux. Hein, désolé pour toi. Je suis désolé. Hein. Et là, c'est toujours les mêmes et les jeunes. Philippe Assette, ou Assé, le photographe et styliste culinaire. Laurence Plumet, Maxime Chaumet, Yves-Marie qui est déjà là. Donc on avait 6 candidats qui ont tous bien travaillé. On a eu des présentations qui étaient... Il y avait aussi Loïc Colombel qui était dans le jury. Oui, oui. Il ne faut pas l'oublier. Ouais, merci Yves-Marie. Donc on avait 6 candidats qui ont travaillé, qui se sont donnés à fond. On a eu des belles présentations. Mais après, il y a eu des notes et c'est pas l'école des fans, tout le monde n'a pas 10, je suis désolé. Donc on va démarrer par les 4e ex aequo. Donc on a Pubadine Outia, excusez-moi si la prononciation n'est pas parfaite, Kevin Saint-Sulpice et Élise Blom. Excusez-moi. Bravo à tous.
Maintenant, on va démarrer le podium par la troisième marche pour Benjamin Chailleux. Bravo, Benjamin. Il faut venir au milieu pour avoir dans... Si vous pouvez venir au milieu, s'il vous plaît, c'est pour l'instant photo aussi. Très important. Non, non. T'as rien. Avance un peu, Benjamin. Voilà. C'est pas un métier, hein. On n'est pas habitué, on est plus facile, on est plus à l'aise à vendre des œufs qu'à remettre des trophées. La deuxième marche du podium est pour Maïwen Fajfer. Bravo Maïwen, qui nous a présenté un magnifique déclinaison couleur chou. Et donc, première, Juliette Clarence. Bravo Juliette. Félicitations. Mais il faut être très clair, c'était très serré entre tous les candidats et bravo pour vos prestations. Et merci d'avoir mis en avant l'œuf et de nous avoir fait partager des beaux produits. On va juste faire une photo de l'ensemble du jury et de l'ensemble des concurrents. Et après, je passerai la parole à Yves-Marie qui va conclure notre présentation. Voilà, merci à tous. Et encore bravo pour votre participation. Et bravo à l'œuf d'avoir réussi à vous mettre en valeur. Hein, c'est très important, merci. Alors, je vous invite à regagner votre place. Hein. On aura l'occasion de refaire des photos après. Hein. Voilà, donc c'est le moment des félicitations. Chacun se congratule. Pendant ce temps-là, je vais essayer de faire une conclusion à cette conférence de presse, cette remise de trophée de l'œuf. Donc, si vous voulez regagner votre place ou... Hein, ok. Alors, en conclusion rapide de cette conférence de presse, on fera les photos après. Hein. Allez-y. On a quelques personnes en visio, donc on essaye de respecter le timing. On fera les photos par la suite. Alors, comme vous l'ont expliqué Maxime, Loïc et Laurence, sur nos deux thématiques de consommation et de production, donc aujourd'hui, vous voyez bien que l'œuf est plus que jamais incontournable et apprécié des Français. Plus de 9 Français sur 10 achètent des œufs, en consomment très régulièrement, pas encore assez, ils en consomment 220. Et donc, on compte sur vous pour booster ce chiffre-là. Nous, les producteurs, on va savoir remplir ce défi. Hein, parce que le consommateur veut de l'œuf français. Donc, c'est la protéine animale la moins chère du marché, avec des qualités nutritionnelles inimitables, mais le consommateur français veut de l'œuf français, produit par des producteurs français, qui est mis en boîte dans des entreprises françaises, avec des poussins nés en France, et ainsi de suite, avec de l'aliment produit en France aussi. Donc voilà, on essaye, nous, au CNPO, avec les 6 familles qui composent cette interprofession, de remplir ce défi-là. Et donc, on va essayer d'y répondre. On l'a déjà fait au long des dernières années.
On était leader en Europe, on va essayer de se maintenir, mais dans l'absolu, on peut penser que ce n'est pas un défi, mais on veut avant tout le faire bien aussi. La quantité, c'est une chose, mais on veut aussi le faire bien. Malgré ça, la production, comme je vous l'ai dit, subit de fortes tensions, que ce soit sanitaire ou sur les coûts de production. Et c'est pour cela qu'on a absolument besoin que les pouvoirs politiques nous soutiennent, nous, la production, et les autres maillons, mais encore plus la production, pour que l'État nous soutienne pour assurer cette souveraineté alimentaire en œuf, avec un accompagnement à la hauteur des risques sur la crise sanitaire, et aussi des prises de position très fortes sur des réglementations européennes harmonisées et cohérentes, que ce soit en environnement et en bien-être animal. Je n'irai pas plus loin, mais sachez qu'on a la chance d'avoir un produit, l'œuf. Moi, j'étais au Mexique la semaine dernière, ils sont à plus de 320 œufs par habitant. On ne va pas se laisser manger par des Mexicains. Donc, on va y arriver, on va monter à 320 œufs sous tous les modes de production, que ce soit en cage, en plein air, en label rouge, en production sol ou bio. Tout type de production a sa place en France et on se fait un défi de répondre à toutes les demandes des consommateurs.